Aujourd'hui, on est en présence de Théo Lyon. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Du coup, Théo, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais? Alors, en 2-3 phrases, je dirais que moi, je termine mes études à HEC en master entrepreneur. J'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, qui est une agence Facebook et Instagram Ads que j'ai montée suite à une très mauvaise expérience dans une agence généraliste. Entre-temps, j'ai fait quelques petits passages, j'ai fait des trucs un peu différents. J'ai fait des stages, j'ai été joueur de poker professionnel pendant un certain temps. Et voilà, et donc la boîte a maintenant 1 an, Kudak, et on est actuellement 12 et on fait à peu près 100 000 euros de MRR. Et ça progresse bien. Ok, putain, tu devances mes questions qui seront dans une demi-heure. Mais, ok, très bien. Il y a un truc que j'ai vu par rapport... Donc, tu as commencé en parlant de tes études à HEC. J'ai vu que tu avais commencé ça alors que tu avais déjà créé Kudak, c'est ça? Ouais, alors en fait, moi, je viens d'un parcours grande école, donc j'ai fait ma prépa. Donc, j'ai intégré depuis la première année d'HEC. Donc, non, ouais, j'ai commencé ça en fait bien avant de faire Kudak. Et c'est juste que les deux sont superposés, parce que moi, j'ai fait Kudak en fait pendant HEC, ça se passe, t'as 2 années à l'école. 1 ou 2 années de césure, moi j'en ai pris 2. J'ai monté Kodak pendant la seconde année de césure, et du coup en fait j'ai dû revenir quand même à l'école faire un master. J'ai trouvé qu'il y avait ce master entrepreneur qui allait bien. C'est pour ça que les deux sont en même temps. Ok. Du coup je te demandais par rapport à HEC, tu fais ça en même temps que Kudak, et c'est quoi l'intérêt pour toi pourquoi tu fais pas juste Kudak et pourquoi tu fais HEC en même temps? C'est une question que je me pose beaucoup et encore plus récemment. Non, je fais ça en même temps que Kudak, mais en vérité les deux, c'est pas possible de faire les deux. Hein, c'est juste que je fais le minimum pour HEC et je suis la majorité du temps sur ma boîte. Le truc, je le fais parce que j'ai déjà investi beaucoup de temps et que j'ai envie d'avoir mon diplôme. Pour HEC, ce serait un peu con de pas l'avoir. Du moins, j'en suis à ce stade-là de ma réflexion. Et non, j'aimerais bien être que sur Kodak, mais malheureusement, je suis obligé de faire une année. Et puis c'est pas un si mauvais compromis en fait de faire un master entrepreneur pendant que tu fais une boîte. Moi, ça m'allait bien. Ouais. Pendant que t'es entrepreneur, vraiment. Ça, t'as des cas d'études en direct. Ça. Ok, intéressant. Pour te faire un état des lieux, moi j'ai commencé à entreprendre aussi et être dans des startups alors que je finissais mes études. Et ça a été un gros questionnement aussi parce que les études, c'est pas fait pour des gens qui sont en train d'entreprendre. Et donc, du coup, t'es un peu en décalage temporel avec eux. Ils t'expliquent des trucs et toi, t'es en train de les vivre ou tu les as déjà vécus. Donc voilà, je te pose cette question parce que je pense que c'est intéressant pour les gens de voir pourquoi il y a des gens qui font ça et c'est quoi le background un peu. Moi, je sais que mes parents, ils avaient bien envie que j'ai un diplôme. Moi, je m'en foutais un petit peu. Mais eux, ils avaient bien envie. Donc malheureusement, même ce master entrepreneur est un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire, ça reste des études et ça s'adresse à des étudiants. Donc ça s'adresse pas à des entrepreneurs, malheureusement. Ça veut te faire de toi un entrepreneur, mais donc moi, je pense que je suis arrivé un petit peu trop avancé dans ma boîte pour que ça soit pleinement utile. C'est très utile pour les gens qui sont au petit stade avant parce que je pense que ça va faire des entrepreneurs de ouf. Mais des mecs qui avaient pas monté de trucs avant. Par contre, ça a été difficile pour moi le fait d'avoir une boîte en même temps parce que ça c'est du temps de défocus en fait. Tu fais d'autres trucs, on te force à faire d'autres choses qui sont super utiles en fait, mais qui te le sont pas actuellement et ton temps serait mieux investi ailleurs. C'est pour ça que en fait toute personne qui a monté une boîte pendant ses études voit ce truc-là et ça en vérité, c'est très compliqué de faire les deux bien. Et t'es obligé d'en mettre un de côté si tu veux faire un très bien. Quoi. Et HEC, ils sont un peu compréhensifs sur ce côté-là? Plus ou moins. Ils le sont, ils comprennent. De toute façon, il y a déjà eu nécessairement un master entrepreneur, il y a déjà eu des gens qui avaient des boîtes en parallèle. Mais par contre, ils transigent pas sur les obligations académiques. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir de traitement de faveur sur tout ce que tu dois faire, ce qui est pas ouf, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu la chance en Finlande, quand j'étais à l'étranger, tu sais, t'as un peu plus d'avantages en étant à l'étranger, en école, où, je suis pas venu au cours, ils m'ont dit mais t'es pas venu, tu fais quoi, genre tu veux abandonner ou quoi? J'aurais dit bah non, j'ai une boîte. Et du coup je leur ai montré ce que je faisais, ils ont dit ah, ok, ben en fait fais-nous des présentations sur chaque sujet dans chaque cours que t'as, il y a un sujet principal qui fitait avec ce que je faisais dans ma boîte. Ils m'ont dit bah présente-nous ce qui fit, tu nous fais une belle présentation propre et on te validera certains crédits. Donc je suis arrivé à valider 70% des crédits comme ça. Ça c'était plutôt cool. Ah putain, j'aimerais bien parce ça. Parce que j'étais étranger, je pense. Ah, j'aimerais bien. Ouais. Je pense que les locaux n'ont pas eu cette chance. Clairement pas. Ils m'ont arrangé parce que j'étais pas de là, quoi. Mais ouais, ok. Super intéressant ce point-là. Et du coup, t'as parlé un petit peu de tes expériences. Donc, t'as eu une expérience dans une agence généraliste qui a pas trop été cool. C'était quoi un peu
Qu'est-ce que tu considères qui était pourri un peu? En fait, j'y allais au démarrage beaucoup pour l'expérience, parce que il se trouvait que c'était à Sydney, en fait. Ouais. Du coup, c'était en fait un stage obligatoire d'HEC que tu dois faire. Et je suis parti à Sydney en me disant, je vais aller bosser dans une agence digitale d'acquisition, qui est un truc que je kiffe, ça va être ouf. Et je me suis pas du tout retrouvé dans le fonctionnement un peu austère d'une agence, le fait que ce soit très processé et que C'était quoi la taille de l'agence? c'était petit, hein. On était 6, je crois. C'était une petite agence. En fait, c'était la branche australienne d'Effilab qui avait été rachetée par Effilab, du coup, qui est une agence digitale qui est super forte en France, en Australie, ils avaient été rachetés par un autre groupe. Et du coup, on était un peu sous-staffé. Et j'avais pas trop de sens dans ce que je faisais. Je comprenais pas trop. Et du coup, en fait, le truc, tout ça résultait dans le fait que j'étais mauvais, tu vois. Et c'est ça qui a rendu l'expérience très, très dure. C'est que j'étais pas bon dans mon taf. Je faisais mal mon taf. Alors que c'est exactement le même taf que je fais aujourd'hui et sur lequel ça se passe beaucoup mieux. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y a une énorme différence dans le sens que tu attribues aux choses que tu fais. Parce qu'elle peut faire les mêmes choses, en fait, tu peux les faire 10 fois mieux, juste parce que ça a du sens. Et donc, ce truc-là m'a pas du tout plu. Je suis parti au bout de 2 mois et demi. Comme un malpropre. Hein. T'as pas fait le stage? Non, je suis parti comme un malpropre, vraiment avec un mail et tout, genre vraiment des trucs que je regrette dans la forme, pas dans le fond, parce que je suis content quand même d'avoir quitté le truc, mais ouais. Ouais, non, tous les trucs que je regrette pas, quoi. Le truc de quand tu quittes une meuf par SMS, quoi, c'est vraiment pas ouf. Ça, le truc que faut l'avoir fait une fois pour se rendre compte que tu le feras plus jamais, parce que ça se fait vraiment pas. Mais bon, je suis content sur le fond quand même d'avoir quitté ce truc-là, parce que c'est ce qui a donné lieu à tout ça et qui était vraiment le moteur pour tout, quoi, le reste. Donc, en quittant ça, t'avais dans la tête de construire ta propre agence? Pas encore, j'étais plutôt perdu, c'est pour ça. En fait, j'ai pas du tout quitté dans le dire je vais faire autre chose. À ce moment-là, je savais que c'était juste ça que je voulais pas faire. Je pouvais plus prendre une minute de plus. Ça, non. Et ça a été très dur de prendre la décision, et en fait, finalement, le coup de tête m'a pas mal servi. Parce qu'en fait, quand tu prends une décision sur un coup de tête, tu sais jamais si c'est la bonne ou la mauvaise, c'est juste que c'est ce que tu as envie de faire à un moment donné. Et sur des décisions où c'est assez complexe comme ça, tu vois, tu dois poser le pour et le contre, j'ai des obligations académiques, ça me prend des trucs, mais ça me fait chier, tu vois. Et en soi, l'argument ça me fait chier sur une décision en coup de tête, il gagne tout le temps. Et moi, ça a été un bon truc sur le long terme. Ça aurait pu être, on peut aussi faire des grosses conneries en raisonnant comme ça, hein, mais et donc non, mais c'est ça. J'avais pas de projet au démarrage. Je savais que j'aimais le poker à l'époque. Je faisais beaucoup de poker là-bas, donc je me disais ça se passait bien. Je me disais, tu sais quoi, je vais essayer. Il me reste quelques temps en Australie, je vais essayer du poker pendant ce temps-là, qui a bien marché. Du coup, j'ai vécu du poker pendant un peu de temps. Et je savais juste, c'était ça que je voulais faire à un moment. Et après, je suis rentré en France et j'ai découvert que le poker était pas trop le projet de carrière que je voulais avoir. Parce que je sais pas si t'as déjà joué au poker ou si tu vois un peu à quoi ressemble le mode de vie d'un joueur de poker professionnel, mais c'est exactement le même en fait qu'un gamer professionnel. Donc tu es 12 heures par jour devant ton ordi, ou alors en casino, ce qui me plaisait pas non plus qu'être devant mon ordi. Et tu étais tout seul en fait tout le temps. Donc c'est un truc qui m'allait pas trop, et donc j'ai dû un peu me repencher sur ce que je voulais faire. Et là c'est là où j'ai commencé un peu à me réinterroger sur qu'est-ce que je savais un tout petit peu faire, parce que j'ai pas appris grand chose en agence. C'est ça qui est très frustrant d'ailleurs. J'ai fait 2 mois et demi en agence, et quand je me suis mis sur l'outil Facebook Ads, qu'est-ce que je fais actuellement, je connaissais rien. J'arrivais à rien faire. Donc ça avait été très très peu dans l'opérationnel. Mais c'est ça vraiment qui a été la motivation, pas dans le truc que je voulais faire, mais plutôt dans le fait que je voulais pas aller m'inscrire dans une structure qui allait pas. Et ça je veux pas, et je veux jamais retrouver. Et en fait j'ai fait un surapprentissage total. Je me suis dit je suis inemployable, je peux pas avoir de patron, c'est pas possible, tu vois. Ce qui est complètement faux, hein, mais qui a été mon moteur de ouf et qui est encore mon moteur actuellement pour jamais lâcher sur Kodak. Ok. C'est un truc qui nous rassemble beaucoup, les gens qui font des projets, qui sont indépendants, etc. Où le côté t'es pas vraiment employable, ou en tout cas les gens le ressentent. Tu vois, moi j'ai fait des entretiens, j'ai fait des études tech, donc je suis développeur, et j'ai fait des entretiens dans des boîtes ultra stylées, genre Alan, tu vois, des trucs comme ça, et genre à Alan ils m'ont dit c'est vraiment cool hein, ce que tu fais, mais je pense que tu dois monter ta boîte. Ils m'ont dit vraiment t'as l'air très très bon, mais monte ta boîte. Je fais ok. Ok. Mais tu sais, t'as toujours le truc de t'as le prestige, c'est une belle boîte, surtout maintenant encore plus. Et du coup tu sais, t'as envie de les rejoindre potentiellement ou quoi, mais quand des mecs entrepreneurs, enfin tu vois, j'étais avec le CEO, c'est le CEO qui m'a dit ça, il m'a dit monte ta boîte. Je fais ok, bon ben je vais écouter alors. Ouais, non, surtout quand ça vient de Jean-Charles, tu vois, t'es là, oui, je monte ma boîte. Ouais. Ok, vas-y, je t'écoute. Ce qui sait souvent, un entrepreneur comme ça, en fait, un entrepreneur sait reconnaître un autre entrepreneur, tu vois. Je sais pas, tu vois les mecs qui sont, enfin, ouais, je saurais pas décrire, en fait, de faire une liste, c'est quoi, mais tu le sens en direct. Moi, pareil, je l'ai déjà dit en entretien à des gens, mais, enfin, va pas bosser pour des gens, quoi, va faire ton truc, t'es pas bon pour aller bosser chez nous. Ouais, clairement. Il y a un sujet aussi que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a fait penser à ça, c'est le côté,
prendre la décision sur un coup de tête, ou c'est vraiment un truc, c'est un ressenti profond. Et il y a le mec qui a créé Mythique, qui fait les vélos maintenant là, j'ai perdu son nom. Ouais, Simoncini. Jean-Marc. Ouais, Mancini, ouais, c'est ça. Qui a fait une interview comme ça où il disait justement qu'en fait, il considérait que les bons entrepreneurs, c'est des gens qui sont super bons à comprendre le ressenti et à les écouter quand il faut. Parce qu'il y a des gens qui font tout au feeling et qui font n'importe quoi. Mais si t'aiguises vraiment ton feeling, c'est un super bon outil pour prendre des décisions rapidement. Et je crois que c'est ça, un bon entrepreneur, c'est savoir prendre des décisions rapidement pour pas rester stuck. Je suis d'accord absolument avec ça. Et pendant longtemps, j'ai fonctionné beaucoup à la décision, à la pulsion. Parce qu'à un moment, ce qu'il faut se dire, c'est que on cherche tous, tu vois, dans une situation à prendre une bonne décision, mais parfois t'as pas besoin d'une justification plus importante que juste ça c'est pas bien, quoi, tu vois. Je me sens pas bien. Je le sens pas pour ce truc. Et il y a un truc qui m'a été assez éclairant. C'est un mec, le mec qui a écrit Atomic Habits, qui s'appelle James Clear, qui a dit un truc dans une newsletter qui disait que les décisions impulsives, ça marche très bien pour des choses où tu dois agir vite, tu vois, ou des décisions qui sont réversibles en fait. Mais par contre, c'est très très mauvais pour les décisions qui sont irréversibles. En fait, donc t'as deux trucs. Tu te demandes toujours, est-ce que dans une décision, est-ce que je peux revenir en arrière sur ce truc-là ou pas? Donc auquel cas, faut prendre ta décision très vite, tu vois. Sinon, tu perds du temps, ça sert à rien. Par contre, c'est une décision irréversible. Et c'est là, moi, le truc que j'avais pas, où je prenais des décisions impulsives sur des décisions irréversibles. Et là, c'est là où il faut réfléchir, il faut prendre ton temps. Et c'est toujours assez dur, tu vois, de se dire, de prendre la mesure quand tu dois sur des actions irréversibles ou. Tu vois, moi, je me suis posé la question à un moment, est-ce que j'aurais pas envie de quitter HEC et de drop out? Parce que je me sens pas hyper bien, tu vois, dans ce truc. J'aurais envie de passer tout le temps sur ma boîte, mais franchement, c'est une décision qui est irréversible et que je peux pas prendre sur un coup de tête. Oui, je peux pas prendre sur HEC. Ouais. Voilà, je quitte, ils vont pas me reprendre, tu vois. Et donc, tu vois, ce truc-là qui fait que, on dit souvent que les entrepreneurs, ils agissent vite, mais je trouvais ça intéressant d'avoir cette nuance-là. Et agir vite, ouais, mais tranquille, tu vois, sur des trucs, il y a des sujets qui sont importants sur lesquels c'est quand même important de se poser. Et ton ressenti est pas tout seul, tu vois. Ok, et du coup pour l'agence à Sydney, tu penses que c'était finalement une décision qui était réversible dans un sens? Comment on définirait la réversibilité? Ouais, parce qu'en fait je sais pas si l'opposé, en fait t'as irréversible, mais l'opposé, le mot exact c'est pas réversible en vrai, tu vois, c'est une décision juste qui est d'une importance qui est moindre en fait. C'est pour ça que je sais pas, c'est pas l'inverse, oui, réversible c'est pas le bon mot, tu vois, c'est décision légère, enfin d'importance qui est moindre, tu vois, ou un truc où ça va pas changer ta vie que t'aies raison ou que t'aies tort sur cette décision-là. Oui. C'est toutes ces petites décisions. En soi, je pense qu'on peut dire pour l'agence que c'est réversible dans le sens où tu peux très bien bosser dans une agence. C'est pas parce que t'en quittes une que tu peux pas bosser dans une agence, quoi. C'est ça. Alors que HEC, tu peux toujours quitter HEC, mais c'est une institution particulière il n'y a pas d'autres équivalents en France. C'est ça. Qui fait la correspondance. Donc le quitter, ça commence à être difficile de retrouver quelque chose pareil. Quoi. Et à la fois, c'est toujours même assez dur sur cette décision du coup on peut qualifier d'irréversible, tu vois, d'aller contre son sentiment, tu vois. Tu te sens pas très bien dans un truc, tu dois quand même te forcer. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Faire un truc que j'ai pas envie de faire. Donc là, c'est très très dur pour moi de terminer cette année bien propre. C'est dur. Ouais, je comprends. Et je pense que j'ai vécu la même chose et tu vois, contrairement à nos parents ou les gens plus âgés qui ont vécu dans un monde où ils avaient peu de choix, nous on en a beaucoup. Et du coup, ça fait que t'as pas envie de faire des choix pourris, quoi. T'as pas envie de les garder, même pour un an. C'est. Ouais. Tu te dis c'est un an de perdu, quoi. Alors qu'en vrai, ça peut avoir un avantage, mais c'est difficile à mesurer, quoi. HEC, je pense que l'avantage que tu vas avoir, tu vois, c'est le réseau. Tous les gens avaient quitté là pour le moment, qui branlent plus ou moins rien ou qui ont des projets qui démarrent. Ben peut-être dans 5 ans, ils auront des projets de ouf et tu auras des contacts de ouf. Ouais. Mais tu les connais déjà, tu vois. Donc est-ce que si tu finis l'année, ça va aider? Exactement. C'est ça que je veux dire. T'es là maintenant, si je pars, c'est juste parce que moi, ma réflexion est plutôt autour du bout de papier. Maintenant, parce que j'arrête pas de dire, tu vois, que le diplôme sert à rien. J'y crois foncièrement, tu vois, dans l'entrepreneuriat, que ton diplôme c'est un bout de papier qui sert absolument à rien. Encore plus quand tu montes une boîte. Et à un moment, tu vois, genre vas-y, porte tes couilles, assume ce que t'es en train de dire, et ok, vas-y, tu vois, genre montre-le. Et je sais pas, c'était ça l'argument que j'avais dans le fait de partir d'HEC. Je me dis ok, j'ai fait tout HEC, tu vois, on va voir si j'arrive à me débrouiller sans le diplôme, tu vois. Et ça pourrait être un truc, bref. Voilà, c'est pas un sujet sur lequel j'ai une décision arrêtée, donc c'est encore en réflexion. C'est drôle, j'avais le même genre de réflexion pour Indie Maker, tu vois, ce podcast. Je parle qu'avec des gens qui font tout eux-mêmes, qui essaient pas de lever de fonds, qui est vraiment, c'est les hustlers, quoi. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact, d'ailleurs, avec The Family, puisque j'ai dit, je cherche des mecs qui font comme ça, là, qui cassent le game. Et du coup,
je parle de ça, mais pourtant dans la boîte où j'étais cofondateur, on est en train d'essayer de lever des fonds. Tu vois. Ouais. Et du coup là, ça y est, moi j'ai pris la décision de, je veux pas aller lever des fonds. C'est pas le truc que je veux faire. Moi, je veux faire un business où on arrive à niquer le game sans aller lever des fonds et sans jouer ce jeu-là, quoi. Ouais. Parce que tu te sens plus aligné, quoi. Mais c'est difficile de faire ce genre de choix. Ouais. Bah attends, mais t'as eu Guillaume Houbèche dans ton podcast ou pas? Ouais. Ah bah ouais. oui. Ah bah, vous avez dû bien vous entendre, là. Ouais. Clairement. Ouais, c'était vraiment très très cool. Et c'était à une époque où il n'était pas encore autant convaincu qu'il est maintenant du pas lever de fonds, etc. quoi. Il voulait faire un empire déjà, il avait déjà cette vision. Mais en tout cas, il est cool à écouter quand tu vois ce qu'il fait maintenant, le buzz qu'il a fait versus. Moi, je l'ai vu au moment où il était plus sur LinkedIn, tu vois. Il était sous le radar, quoi. Ouais, parce que moi, je l'ai rencontré à HEC, avec Guillaume, par exemple. Tu vois, il a fait HEC avec moi. On était dans l'équipe de basket ensemble. Ouais, c'est pour ça me fait rire, tu vois. Qu'il y ait quand même des gens, parce qu'on est quand même une grande minorité à être comme ça, tu vois. Moi, en master entrepreneur, typiquement, c'est abusé parce qu'en fait, il y a des sous-jacents, des façons de voir le monde qui sont adoptées par ce master et qui, d'ailleurs, sont assez communes, en fait, aux grandes écoles, aux entrepreneurs, tu vois, qui ont du bagage, tu vois, qui ont fait beaucoup d'études. Il faut les signes extérieurs de réussite avant tout, tu vois. Donc, en fait, une boîte qui est successful, on ne parle que des boîtes qui ont levé des fonds. Sinon, tu n'existes pas, ta boîte n'existe pas, tu vois. Alors, il faut avoir des advisors célèbres, etc. Il faut être validé, gagner tant de concours de pitch, etc. Des trucs qui, moi, me cassent les couilles au plus haut point et que t'as pas envie de faire et qui sont rien, tu vois. Dans tout ça, t'as gagné aucun client. T'as pas à apporter de valeur à quelqu'un. T'as juste eu des signes extérieurs. Regarde, je suis successful. C'est un petit peu des problèmes c'est un peu pour ça aussi que ça me posait problème cette majeure, parce que cette vision-là n'est pas la mienne et j'ai du mal à faire semblant. Ouais. Oui, t'as faire semblant. Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça, parce que ça me fait penser à quand j'étais à l'école, on a le directeur de notre école, il était à fond dans l'entrepreneuriat et du coup il nous a poussé à aller faire des startup week-ends. On en a fait plein et à chaque fois on avait des projets de ouf, des trucs aboutis, des trucs qui marchaient, qui étaient vendables. Ouais. Et à chaque fois on perdait et les mecs nous disent non mais c'est bien mais faites une vraie boîte. T'es là, tu dis mais du coup les mecs que t'as fait gagner, tu penses qu'ils vont faire quoi? Non mais ils fitaient la case pour gagner quoi. Et t'es là mais en fait vous voulez que du fake. Et la seule fois où on a gagné, on a tout fait faux, on a juste fait une présentation bidon, on n'a rien développé, on n'a rien fait, on a gagné. On était là, ok, donc c'est ça que vous voulez en fait, c'est juste pour la fame, on fait des trucs, on fait semblant et dans la vraie vie tout le monde s'en branle quoi. Voilà, c'est ça. T'as des mecs qui font et des mecs qui font genre qui font. C'est distinction. Ouais, les deux mettent la casquette c'est surtout ceux qui font genre. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais voilà, du coup, c'est ce que j'essaie de pousser à fond avec ce podcast. Et moi, je veux des mecs qui charbonnent vraiment, qui font les trucs eux-mêmes et qui sont toujours sous le radar. Alors, toi, t'es un des mecs qui postent le plus, mais la plupart des entrepreneurs que j'ai eu, c'est des mecs, personne les connaît. Et ils font des trucs de ouf, mais personne les connaît. Ouais. C'est juste, ils bossent, en fait, ils font leur truc. Bah après, moi, je me suis servi parce que c'est un outil, c'est un canal d'acquisition pour ma boîte, en fait, le fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à faire, à grossir, parce qu'il y a ce truc-là, donc, si j'avais pu rester anonyme, ça aurait été bien, mais juste que ça allait plus vite, en fait, de faire une marque personnelle. Ouais. Ah ben, clairement, c'est un méga outil, mais je pense que pour plein d'entrepreneurs, ça va le devenir. Enfin, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui postent sur LinkedIn, qui comprennent que, d'avoir une notoriété autre que aller lever des fonds et tout, c'est quand même utile aussi. Et tu vois, ça a quand même un avantage. Entre la sécurité du diplôme et la sécurité de la marque personnelle, moi, je suis beaucoup plus rassuré par le fait d'avoir une communauté qui me suit des endroits. Je sais que je pourrais me recycler dans d'autres choses. Et les gens, ils savent un peu ce que je fais, et si jamais mon truc se foire, j'ai créé un truc, tu vois, quand même. Et versus ce diplôme, tu vois, j'aurais le droit d'aller chercher un CDI à côté, quoi. Non, moi, je me sens beaucoup plus sécure, je dors mieux la nuit en sachant que j'ai développé un truc sur le long terme, et que parce que je vais avoir un diplôme. Ouais, mais je pense que c'est parce que on est entre un monde où la sécurité vient des autres, donc HEC qui te dit, c'est bon, tu as un diplôme, t'es validé. Et dans un monde qu'on est en train de créer où la sécurité, on se la crée nous-mêmes. Voilà. Et c'est de plus en plus le cas. Et là, on est entre deux couilles, tu vois, encore. Et tes parents, tu peux pas les convaincre de ça. Les gens plus âgés, en général, tu vas pas les convaincre de ça. Mais pourtant, c'est ce qui marche, là. Je sais que, moi, c'est pareil. Et le podcast, je fais pas beaucoup de vues non plus, mais pourtant, ça me crée une notoriété sur plein de choses. De ouf. Et ça, c'est bien mieux que le diplôme que j'ai eu en 5 ans, quoi. Le seul avantage que je trouve au diplôme, c'est que j'ai créé un réseau et c'est des gens avec qui j'échange et que je sais, et ça a du sens, tu vois. Mais le papier. C'est ça, le papier. Parce qu'on m'a dit un truc, tu vois, quand j'ai dit que je pensais arrêter la chaussée, on m'a dit, c'est très con de t'arrêter. C'est comme si tu fais un marathon et tu t'arrêtes avant la ligne. Et je me suis dit, mais c'est quoi la grosse différence entre ça et HEC? C'est qu'en fait, il y a rien à gagner, tu vois. Le diplôme, c'est pas la récompense, c'est pas la ligne d'arrivée. Peut-être t'as déjà gagné, tu vois, t'as encaissé tous les trucs.
c'est comme si t'avais une récompense à chaque kilomètre en fait. J'ai fait de mon réseau, j'ai appris des trucs cool, enfin j'ai rencontré des gens sympas. Juste là, non, il y a mon diplôme à la fin que je vais pas avoir. C'est pas comme la ligne d'arrivée. C'est pour ça que j'aime pas cette métaphore. Tu vois, il y a pas de ligne d'arrivée en école. C'est pas, en tout cas, certainement le diplôme n'est pas la ligne d'arrivée. C'est juste ça. Ouais, à la rigueur, ce qu'il pourrait te dire, c'est du genre, la différence qu'on aura de vision de toi, c'est un mec qui va finir les choses jusqu'au bout versus un mec qui arrête avant la fin alors qu'il s'était engagé à le faire. Ouais, c'est Mais le truc sous-jacent, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire des trucs qu'on trouve débiles? Pas convaincu. ça. Ouais. c'est, Pas évident, ouais. Voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ok. Du coup, on a pas mal parlé de ton agence. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as créé, l'agence, là, 1 an presque? Eh ben écoute, ouais, on l'a créé le 1er avril 2020, donc au moment où on enregistre, ça doit faire 1 an et 2 mois. Parfait. Et du coup, là, vous faites combien de MRR actuellement? On a fait 102 000 le mois dernier, et on est à peu près sur une trend comme ça, on grossit entre 10 et 15% par mois. Des MRR, ouais. Voilà. Et du coup, t'as des sales ou c'est vraiment ton acquisition, c'est juste qu'avec ta marque personnelle? Alors j'ai des sales plutôt c'est avec ma marque personnelle 100%. On a à peu près je crois, entre 15 et 20 leads par semaine, enfin d'appels de découverte réservés, parce que c'est ça notre funnel d'acquisition, qui sont générés par le contenu qui est posté sur les réseaux. Et j'ai une personne qui les close. Avant je les faisais moi-même, pendant longtemps je les ai fait moi-même et j'ai délégué quand j'avais d'autres choses à faire. Et donc ouais, c'est ça qui est généré. On fait pas du tout de prospection. On a commencé un petit peu il y a pas longtemps, on a fait des petits tests parce qu'on prépare une accélération. Mais c'est encore ça qui est dominant. Et j'ai une question par rapport à ton recrutement, parce que du coup, t'es plutôt jeune, il y a plein de choses que c'est le début en entrepreneuriat. Ouais. Ça a été quoi ton process pour trouver des gens à recruter? Ah putain, mon process pour trouver des gens à recruter. D'abord, c'est un peu le revers de la médaille de la marque personnelle, c'est que je me suis dit, ok, j'ai une communauté, je vais mettre un post, il y a des gens qui vont me contacter. Sauf qu'en fait, les gens que tu as dans ton réseau sont pas nécessairement les bons candidats que tu vas avoir derrière, parce que c'est des mecs qui sont un petit peu, en fait, ils te connaissent trop, tu vois. Et ils sont plus excités à l'idée de bosser avec toi que bosser pour ta boîte. Et ils arrivent là, je bosse avec Théo, et c'est pas forcément les bonnes personnes pour ton taf, donc je me suis retrouvé, en fait, on a fait plein de mauvais recrutements comme ça, parce que bien sûr, toi au début, tu te sens un peu les couilles gonflées, tu dis ah, putain, il me kiffe, vas-y, attends, il te flatte un peu, et cool, tu le prends. Et on a fait des mauvais recrutements comme ça, et je pense que le recrutement, c'est un truc que j'ai appris dans la douleur, et cette douleur a été levée le jour où j'ai lu le bouquin WHO, WHO, là, A Method for Hiring, qui donnait en fait une méthode un peu scientifique sur comment recruter les gens. Et depuis qu'on fait ça, tout se passe super bien. On recale plein de gens et on prend du coup que des gens qu'on aime vraiment, selon des critères un peu plus ou moins objectifs. Ce qui veut pas dire que ça va bien se passer tout le temps, mais on limite, on sait que ça se passera. On voit très bien les endroits où ça pourra mal se passer, tu vois, sur l'intégration dans l'équipe. C'est des trucs qu'on peut pas voir avant. Ouais. Mais on essaie de screener au maximum le truc avant. Et non, les recrutements en fait c'est pas. Qu'est-ce qu'il disait? Dans ce bouquin là, il dit la meilleure citation que j'ai entendue sur le recrutement, c'est ton gut feeling est très bien pour recaler des gens, pas du tout pour les prendre. Donc ton intuition et donc on fait comme ça maintenant. L'intuition, on peut recaler des gens juste parce qu'on les sent pas. Par contre, on les prend pas parce qu'on les sent bien. C'est cool ça. C'est pas la première fois que je l'entends et ça. Je pense que Alan l'applique, Tuco, la boîte où j'ai été aussi l'applique. Il y a plein de grosses startups qui appliquent ce truc-là. Et le process, par exemple, de Tuco, c'est à un moment donné, tu vois toute la team pendant un apéro. Ouais. Et du coup, tu peux parler à n'importe qui peut venir te parler. Leur but, c'est d'échanger au moins 2-3 mots avec toi, tous les employés. Et n'importe qui dans la boîte qui dit je le sens pas, ils arrêtent leur process. Ah. Ça, c'est trop. C'est ouf, c'est vraiment. Ouais, non, mais ouais. Mais pour l'avoir vécu, c'est ouf parce que des fois, pour certains postes, ils essayent de recruter des gens. Et tu sais, par exemple. Tu vois, suivant les postes, par exemple, un sales, souvent les gens ont les mêmes un peu profil, tu vois, ils sont bons parleurs, tchatcheurs, etc. Et des fois, ça a été super dur de recruter certains types de profils parce qu'il y a toujours un mec qui disait, je sais pas, il est bizarre, tu vois, et hop, mis de côté, quoi. Et ça, c'est c'est assez ouf. Mais en fait, ce truc-là, j'ai découvert, c'est pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut pas écouter son gut feeling quand tu prends quelqu'un? Enfin, c'est-à-dire quand t'as des petits doutes et tout, etc., faut pas du tout le prendre, c'est ça que je veux dire. C'est parce qu'en fait, ça veut pas dire que le mec va confirmer tes doutes, ça veut dire que toi, tes doutes, ils vont pas partir. Et à un moment, on a tendance à, c'est un truc, ça s'appelle biais de confirmation, tu vois, juste on a tendance à intégrer les croyances qui confirment, intégrer les choses dans notre environnement qui confirment nos croyances. Et en fait, tu vas trouver tous les moyens de confirmer tes doutes. Et donc la relation va très mal se passer. C'est surtout pour ça, en fait, il faut pas prendre des gens sur lesquels t'as des doutes. Pas tant parce que les doutes vont se réaliser ou pas, parce que toi, tu vas faire en sorte qu'ils se réalisent et pour toi, ils vont se réaliser. Ouais. Ok. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que l'inverse
Et pareil, c'est le biais de confirmation. Tu penses comme tu le sens bien, alors du coup tu vas essayer de tout faire pour que ça soit bien, alors qu'en fait ça va jamais arriver. Ah, et ça c'est horrible. Du coup, tu vas être en conflit avec ta vision et la réalité, quoi. Ouais, terrible. Et tu peux te mentir pendant très longtemps à garder des gens qui sont pas bons. Enfin, ça c'est dans la pratique. Hein. Je vois que tu l'as déjà vécu. Un petit peu à petite échelle, mais oui, non, sur plusieurs personnes. Ouais. Ok. Du coup, on a pas mal avancé sur le sujet Kudak. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette agence finalement, si c'est pas l'agence pourrie que t'as vu avant? C'est ouais. Quoi, un peu bah c'est, en fait, il y a eu deux types de motivation. Il y a eu la motivation, tu vois, alors je voulais partir de quelque chose, ne pas avoir ce truc-là, donc une force où je faisais Kudak pour ne plus jamais revivre ce que j'avais vécu. Et d'un autre côté, le truc vers lequel j'aspirais, enfin vers lequel j'allais, c'était plutôt la liberté, qui est mon moteur d'ailleurs encore actuellement. C'est pas l'argent, quoi, c'est juste la liberté et tout ce que ça implique, tu vois, le fait de pouvoir choisir tes propres contraintes, pas de pas avoir de contraintes, mais de pouvoir avoir un contrôle dessus. Et c'est surtout pour ça que moi j'ai voulu créer un truc au démarrage. Donc au démarrage j'étais freelance, moi, donc j'ai fait un peu de freelance pour tester mes skills. Ouais. Et quand ça s'est bien passé, il y a aussi un peu cette envie de faire un truc gros. Où je voulais pas me contenter de, tu gagnes tes 3-5 000 euros par mois et t'es content. Moi je voulais faire un truc plus gros, quitte à être payé moins, mais faire un truc qui marque un peu plus. Et donc c'est pour ça que c'est venu progressivement. Donc j'ai la liberté et pour le mettre avec le pire mot, ça serait gloire. Gloire, ouais, ok. Ça me fait penser à une phrase de Oussama, ça, à un moment, c'est est-ce que tu veux l'argent ou la gloire, quoi. Putain, moi je crois que je veux les... Moi c'est que quand j'ai entendu cette phrase, mais je crois que je veux les deux en fait. Et je réfléchissais, et je sais que c'est pas possible. Et donc j'attends de voir lequel je veux le plus. Ouais. C'est ça. Mais après, je pense que dans tous les cas, tu construis un genre d'empire et après tu peux le modifier, tu vois. Je sais que je suis pote avec des entrepreneurs actuellement là qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui sont dans le sud. Ils ont monté un truc et en fait, maintenant ils veulent beaucoup plus de liberté. Avant, ils voulaient la gloire d'avoir fait. Ils font une agence qui font de la com sur le RSE, c'est les rapports écologiques. C'est la plus grosse agence en France. Et du coup, tu vois, ils ont atteint on est la plus grosse agence en France. Et maintenant, ils veulent, ok, on veut être libre de faire ce qu'on veut et on veut plus être 30 dans la boîte, on veut être moins, on va faire ça mieux. Et c'est pas grave, tu vois, tu peux rétrograder ta boîte et tant que tu le contrôles et que tu le choisis, c'est ok, quoi. Ouais. Ouais, bah, et tu vois, c'est ça, typiquement, je me posais la question en même temps que tu parlais, est-ce que c'est une décision qui est réversible ou pas, d'avoir cherché la gloire? Tu vois, demain, est-ce que, je sais pas, un mec, un gros, si tu vois, bon, pas Jeff Bezos, du coup, mais genre Elon Musk, il va plus chercher la gloire, mais la liberté, est-ce que c'est réversible? Bah, si tu regardes Bezos, c'est ce qu'il est en train de faire. Clairement, s'il step back, c'est que il veut plus de liberté et moins qu'on lui casse les couilles. Est-ce que c'est ça le truc? Si ça fonctionne, tant mieux, parce que dans ce cas-là, ça c'est win-win en fait. Tu peux toujours aller chercher la gloire et au pire, bon bah tu step down, tu vas faire autre chose. Ben, en fait, je pense que si tu prends il y a beaucoup de choses en fait qu'on comprend pas encore dans l'entrepreneuriat, mais qui marchent dans plein d'autres secteurs. C'est que tu prends le sport, un mec qui a eu une médaille d'argent ou d'or au JO, ben c'est un mec qui a eu une médaille d'or. Et même si après il fait des trucs moindres, c'est quand même un mec qui a eu une médaille d'or et donc il garde sa gloire d'avant, quoi. Et tu le vois même pour des trucs bien plus bidons. Les mecs qui ont fait la télé-réalité, c'est bidon, mais en tout cas, pendant longtemps après, c'est toujours les mecs de la télé-réalité, tu vois. Ouais. Même s'ils font plus rien, ils sont clodos, quoi. Putain, mais donc, c'est ça qui est... Je pense que la gloire, c'est un truc qui se... Et c'est ce que tu viens de dire, en fait, ça résume, je pense, l'objectif de n'importe quelle stratégie de personal branding, c'est le jour où un mec arrive à dire, ah, c'est le gars qui, tu vois, le mec qui fait que ça, et qu'ils ont une phrase qui vient, et que tout le monde dit la même chose. Et c'est pour ça que Guillaume, il a trop géré son coup. C'est l'homme qui a refusé 30 millions maintenant, tu vois. C'est tout. Et là, mec, il l'a fait en 3 jours, encore une semaine, tu vois, une semaine, s'il est devenu ce mec-là. Donc, c'est pour ça que je suis impressionné par ce qu'il a fait, franchement, respect. Ouais, mais enfin, ça faisait. J'ai continué à parler avec lui après qu'on a fait le podcast. C'est vraiment un fou furieux. Il fait. C'est un grand malade. C'est un grand malade. Ouais. Ouais. Mais il est trop cool d'ailleurs. S'il nous écoute, coucou Guillaume. Bisous Guillaume. Bisous Guillaume. Du coup, on va essayer de reprendre un petit peu sur mes questions de première partie. On va essayer de close cette première partie. T'as dit un petit peu que t'avais essayé d'autres projets à un moment donné. Oui. J'aimerais bien savoir ce que t'as fait avant Kudak. Il y en a eu plusieurs. Donc je te disais chronologiquement. Donc c'était il y a 2 ans que j'ai quitté l'agence, les généralistes. Hein. Ensuite j'ai fait joueur de poker pendant un certain temps, pendant 6 mois je crois, où j'ai vécu du poker. Enfin non, donc ça me plaisait pas trop. Après j'ai fait un peu de freelance. C'était quoi le revenu que t'étais arrivé à atteindre au poker? Je gagnais entre 2000 et 3000 euros par mois avec le poker. Ouais. Okay. Donc je vivais confortablement, surtout que moi à cette époque-là j'avais 20 ans quoi. Donc c'est trop cool quoi. Ça va. À ce moment-là t'as pas énorme de frais quoi. T'es étudiant, enfin c'est cool, tu gagnes plus que tes potes.
Et donc après, j'ai fait un peu de freelance du coup, qui était encore du coup un peu plus lucratif encore. Et derrière, après, je me suis dit, moi, je suis fan de la marque Gymshark. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'essaie de faire une marque de vêtements. J'ai essayé de faire une marque de vêtements dont, d'ailleurs, c'est très bien que j'ai eu un projet comme ça, dont j'ai un peu honte, tu vois, un peu ridicule, c'est que j'ai essayé de faire une marque de vêtements pour les entrepreneurs. Et je pense que vraiment le fait d'avoir foiré ce truc-là et de m'être dit, mais comment j'ai pu penser que c'était nul, tu vois, j'aime pas les vêtements. Marque de vêtements pour entrepreneurs, ça ne fait aucun sens, tu vois. Je m'inspirais d'une marque de sport. Et donc ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Et je me suis rendu compte, en fait, le pire truc qui peut t'arriver, c'est pas de foirer quelque chose, c'est ce qui se passe rien. Tu vois, c'est vraiment que c'est le néant. En gros, il se passait rien. Tu vois, j'ai dû vendre 1500 balles de pull, mais plus rien parce que je savais faire de l'acquise, tu vois. Il y a la plupart de tes potes et les gens que t'as mis en pub, quoi. Ouais, il se passait rien. Ouais. Donc c'est ça. Donc j'ai fait une petite marque de vêtements qui était d'ailleurs un très mauvais exemple de founder market fit. Et ensuite, du coup, j'ai décidé de reprendre un peu le freelance et de faire ça en plus gros. Ok. T'as bossé combien de temps sur la marque de vêtements? 5 mois. 5 mois de. 5 mois. Ouais. Non, j'allais dire de trop, mais non, c'est très bien de passer par là. Ah ben, de toute façon, je pense que dans toute histoire d'entrepreneur, c'est rare des mecs qui montent un business et ça marche direct, quoi. Ouais. C'est souvent ce que je dis dans le podcast ou parce que j'aide des entrepreneurs aussi à essayer de se lancer, c'est qu'en fait, faut pas chercher la meilleure idée. On s'en fout. Tu prends une idée, tu la fais, tu la prends, tu la fais, et jusqu'à un moment donné, tu vas comprendre déjà c'est quoi une bonne idée, c'est quoi une mauvaise idée, parce qu'au début, t'es vraiment nul à chier pour le faire. Ouais. Mais sur tout ce que tu vas faire, tu vas apprendre énormément sur toi, sur comment t'améliorer, c'est quoi tes faiblesses, tu vois. Par exemple, moi, je suis très technique, donc je suis très très bon techniquement, je peux faire n'importe quel projet. Par contre, niveau marketing, j'ai encore des trucs à apprendre, tu vois. Mais c'est en faisant mes projets que j'y viens, tu vois. Maintenant, j'ai une newsletter, j'ai fait du personal branding aussi sur LinkedIn que j'ai arrêté maintenant parce que ça m'a gonflé, mais tu vois, je vois que je progresse sur ces sujets-là, et tant que tu fais pas ça, tu peux pas savoir. De ouf. Au début, tu te dis je vais faire ça, ça va marcher, et puis voilà. Sauf que t'as un peu oublié que t'étais dans l'exploration et que y a des trucs tu sais pas le faire ou faire bien. Et c'est qu'à un moment tu vas rentrer dans les chiffres. Enfin, je veux dire, si tu lances ta première boîte, t'as quand même, t'as la majorité de chances de te foirer. Et c'est pour tout le monde pareil. Personne n'est différente. T'as autant de chances pour tout le monde. Et donc le meilleur conseil que tu peux donner, c'est va faire ton premier échec le plus vite possible, parce que de toute façon tu vas le faire ton premier échec. Donc que ce soit maintenant ou dans 5 ans, tu vas le faire. Donc fais-le maintenant, parce que comme ça tu pourras faire la place à la deuxième boîte qui sera bien. C'est ça. On a beaucoup trop on est vraiment pas du tout réaliste quand on se dit on va faire des projets, tu sais, genre ça va marcher direct. C'est une idée de béton. Mais non, genre essaye, arrête d'être convaincu et de tourner en rond. Ouais. À un moment donné, j'ai créé un studio de start-up, un start-up studio pour créer des projets, et je me suis pris tellement de mecs qui venaient avec des super idées et qui étaient convaincus. Tu leur dis ok, tu vas faire un Trello, tu vas mettre qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire, c'est quoi tes concurrents, etc. Les mecs disparaissaient. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire des trucs, mais dès que tu leur demandes de passer à l'action, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et en fait, c'est la seule vraie qualité. C'est ouf comment on se ment. C'est le truc que j'admire le plus, tu vois, les mecs qui font des trucs et qui parce que quand t'as plein de mecs qui ont des idées, et par contre t'as genre 1% qui font les trucs derrière, et moi c'est les gens que j'admire le plus, tu vois, les gens qui passent le plus vite à l'action. Clairement. Et après, dans ceux-là, y en a qui arrivent à mieux performer, il y en a qui ont des meilleurs coups de chance aussi. Ouais. C'est des fois. Puis en fait, il y a des trucs, des fois, c'est tellement imprévisible l'entrepreneuriat que je pense souvent ce que je dis aux gens, c'est de pas avoir d'a priori et d'avancer, quoi. C'est un truc qui revient souvent dans le podcast, dans qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances. Les gens ils disent juste se lancer, parce qu'en fait c'est là où j'ai commencé à comprendre ce que c'était, quoi. Et l'exemple que je donne souvent qui est ouf, c'est que j'ai failli avoir un mec dans le podcast qui a arrêté son projet, mais qui était ouf, c'est que le mec était fan des fourmis. Tu vois, tu te dis ok. Et le mec il trouvait pas de reines de fourmis pour pouvoir faire ses élevages de fourmis. Il a monté un site, un blog où il en parlait. De là, il a eu plein de demandes. Il a vu qu'il y avait énormément de demandes. Et lui, il en avait qui prenaient en photo les siennes. Des gens ont proposé de l'acheter. Il s'est rendu compte que c'était un bon business. Il est passé à 40K par mois de vente de fourmis, tu vois. Juste qu'il élève chez lui. Donc le mec, il est en train de faire son kiff avec ses fourmis. Et il royale tout seul 40K par mois, quoi. T'es là, tu te dis, ok, tout est possible. tout est possible. Et le mec là, il est parti en mode retraite en Amérique du Sud parce qu'il a plus besoin de thunes. Donc il m'a dit j'ai plus envie de faire le podcast. Ok, ok, fine. La magie d'Internet, quoi. Fair enough. C'est incroyable. Ouais, non mais
Oui, c'est ça, Internet est full incroyable. Du coup, si vous écoutez et que vous aimez bien les fourmis, lancez un business qui est à la place. Lancez-vous. Lancez-vous tout de suite. Ok, on a parlé. Ma dernière question de la partie 1, c'est un projet qui a échoué, donc on est plutôt bon. J'aimerais bien un peu savoir, c'est quoi tes objectifs avec Kudak maintenant? Ouais. Où tu veux l'amener cette boîte? Alors, Kudak est un peu basé sur un paradoxe, c'est que je suis un mec qui voulait faire de la start-up et qui a fait du service. Donc, j'aimerais y retourner le plus vite possible. Enfin, pas forcément le plus vite possible, mais j'aimerais y retourner à terme, parce que comme le fait que ça scale pas va me poser problème à un certain moment. On peut trouver toujours des façons de scaler un truc qui scale pas, mais et à un moment ça va me poser problème. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est devenir le réacteur des marques e-commerce. Donc ce qu'on va faire, c'est lancer nos marques e-commerce en interne dans un certain temps, tu vois, dans un an, etc. Donc on va développer en attendant le réacteur, donc maîtriser tout le paid, maîtriser toute la création de contenu, parce qu'on a du coup un studio créé en interne. Pour qu'ensuite on puisse, tu vas devenir pas vraiment des capitalistes, mais en fait avoir plein d'entrepreneurs qui lancent des boîtes e-commerce que nous on est capable d'aider. On prend des participations dans les boîtes, ou alors on trouve un autre modèle qui est win-win, où on aligne les intérêts et on accompagne les boîtes comme ça pour passer un peu à la vitesse supérieure et créer des trucs cool, tu vois, des step up. Donc en fait, je pense qu'à un moment on va plafonner, on va pas devenir un Havas ou un Publicis, tu vois. Oui, après tu commences à avoir des problèmes structurels de management, ça devient chiant quoi si t'as beaucoup d'humains à gérer malheureusement. Ouais. Et on voit à quoi ça ressemble. Des animaux un peu relous. C'est ça. Mais c'est intéressant. Ici là, je suis à Madère. Ouais. Donc sur une île portugaise, et j'ai rencontré des gens qui bossent sur un système comme ça. En fait, ils récupèrent des business sur FBA, des Amazon business, et en gros il y a des business qui plafonnent, ils n'arrivent pas à être meilleurs en marketing ce qu'il faudrait pour faire scale, et du coup ils reprennent des business qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois par exemple, et ils les font faire x2 ou x3, ils les rachètent sur ça, et c'est plutôt stylé comme business, parce que c'est des genres de mercenaires quoi, ils cherchent des business qui stagnent et ils viennent, ils disent ok, on fait un deal qui est plutôt cool, en gros ils le payent pas cher le business, mais en échange ils leur refilent un pourcentage des gains supplémentaires qu'ils vont faire, et du coup vu que en général c'est des gens qui stagnent et qui savent pas trop quoi faire, si tu leur offres ça et que potentiellement ils vont gagner plus, ils sont contents, tu vois, et donc ils font ça en boucle, et c'est d'ailleurs trop bien comme modèle. Ouais, je pourrais te partager en off. J'ai vu passer une newsletter il y a pas longtemps qui en parle. J'essaierai de te la retrouver, de te l'envoyer, parce que ça existe. Et en gros, potentiellement, il y a des gens qui pensent que ça va faire des marques internet un peu comme Unilever ou tu vois toutes les marques qui vendent plein de tu sais, c'est des conglomérats de marques qu'il y a dans les supermarchés. Genre Head & Shoulders et tout ça, tu sais, ça fait partie des gros conglomérats qui ont plein de, j'arrive pas à le dire ce mot putain, mais qui ont plein de marques, juste ils sont super bons à les marketer, à les vendre, et pour internet c'est en train d'exister, c'est en train d'être créé, et donc ça c'est vraiment cool quoi, parce que du coup tu vois plein de choses sur plein de types de business différents, mais à chaque fois c'est toujours pareil quoi. Et toi en fait t'as ton playbook, tu le connais par cœur et tu bastonnes. Exactement, quoi, c'est ça. Putain, c'est ouf, j'en parlais justement avec Grégoire Combato il y a pas longtemps là, qui m'expliquait qu'en fait c'est marrant, mais t'as pas de méthode pour se trouver un product market fit. Les méthodes, ton playbook, ça existe pas, tu vois, au démarrage, quand tu crées une boîte. Et donc, si toi, tu veux faire un truc scalable, c'est pour ça que les VC se pètent la gueule 8 fois sur 10. Même les meilleurs VC du monde. Ouais. Parce que t'as pas de méthode, tu peux jamais savoir. Donc, le truc, c'est qu'il faut réussir à trouver, lancer des boîtes de zéro. C'est très risqué, full reward, mais c'est pas forcément là où tu veux te positionner si tu veux faire un truc comme on veut faire. Tu peux prendre des boîtes qui fonctionnent un peu, qui ont un pseudo product market fit, mais qui plafonnent. Et c'est très bien où est-ce que t'apportes la valeur. Qui d'ailleurs, en fait, est un raisonnement assez général. Tu peux prendre sur n'importe quoi pour faire ta carrière personnelle, pas ta carrière de boîte. Mais t'as une skill, tu sais très bien où est-ce que t'apportes de la valeur, tu vas dans plein d'endroits où tu peux l'apporter et t'en tires le maximum de valeur. Et en fait, c'est comme ça que tu peux créer ta richesse personnelle et très bien t'en sortir, quoi. Juste quand tu sais très bien ce que t'apportes, tu cultives un truc et que tu vas pas sur des sujets que tu maîtrises pas, quoi. Yes. Du coup, j'ai retrouvé le sujet. Regarde, je te l'envoie dans la conversation. C'est pas du tout une newsletter, j'ai dit de la merde. C'est The Farm Spot de Jedi. Excellent. De Jedi Mess de The Family que j'ai eu dans le podcast. Cool. D'ailleurs, il y a pas très longtemps. Et voilà. Du coup, il en parlait dans cette vidéo YouTube qui est plutôt cool. Que j'écoutais il y a pas longtemps, mais je l'ai vu aussi passer. J'ai rencontré des mecs aussi en vrai qui font ça, donc c'est assez rigolo de voir. Et il parlait justement dans la vidéo YouTube du fait que
effectivement, trouver un market fit, c'est super hardcore, mais par contre, faire grandir un projet qui marche, déjà, c'est bien plus simple. Ouais. Sauf qu'il y a plein de gens qui savent pas le faire, ils sont bons pour trouver le market fit, mais pas pour le reste. Ah, de ouf. Non, je suis 100% d'accord avec ça. Et ça fait écho d'ailleurs à Oussama de The Family qui a dit il y a super longtemps dans une vidéo où il disait que les gens que tu prends dans ta boîte pour commencer sont pas les gens qui vont rester quand la boîte marchera. Parce que c'est pas du tout la même typologie de gens qu'il faut, tu vois. Ouais, carrément. Faire grandir un business versus créer un business, c'est pas du tout les mêmes gens. Ouais. Donc souvent, t'as un gros turnover à un moment donné. Moi, je l'ai vu quand j'étais à Toucan, tous les premiers employés, en fait, ils se sont barrés. Et en fait, c'est normal, c'est sain. Ça veut dire que ils étaient là pour une bonne raison et qu'ils ont fait qu'ils ont amené la valeur qu'il fallait à ce moment-là, mais pour pérenniser la valeur, et c'est une autre étape et c'est d'autres gens, quoi. Et c'est normal. Non, mais de ouf. Ouais, complètement. Mais ouais, c'est pour ça que tu peux même te poser cette question-là, en fait, en termes de fondateur, toi, dans ta boîte. À un moment, est-ce que t'es pas un bon fondateur pour Product Market Fit et t'es les premières deux, trois premières années de ta boîte et ensuite là tu deviens un peu gros. C'est pour ça que c'est impressionnant les mecs qui ont survécu à une croissance de boîte, tu vois, les gars qui ont réussi à faire des licornes, ils ont toujours le même CEO, même fondateur, tu vois, genre. C'est un mec qui est trop fort, quoi. Mais souvent, si tu regardes, l'histoire fait qu'à la fin, il y a quand même un DG qui rentre en jeu, ou quoi. Tu regardes OVH, le mec d'OVH, il a compris que il fallait qu'il ait un DG, quoi, parce que il est pas la bonne personne. Il va se mettre plutôt sur la R&D, des trucs là où il est bon, mais tu peux pas être bon partout, quoi. Et tu peux apprendre, mais t'as quand même des limites. Et donc voilà. Moi, je sais que je suis très bon à lancer des projets. Par contre, à les pérenniser, c'est moins mon truc. Donc, dans ce que je vais faire, je vais essayer de faire des projets cool, de monter du MRR et après de les revendre sur les plateformes pour vendre des projets, tu vois, comme en France, il y a Dot Market, il y a Micro Acquire aux États-Unis, des trucs comme ça, quoi. C'est plutôt un truc qui me correspond. Hein. Malgré que tu galères de ouf en faisant ça, parce que t'as jamais de trucs très stables. Mais c'est pas la même. Et ça tue, et tu vois, c'est l'exemple parfait où tu comprends exactement ce que tu sais faire et comment tu peux faire ton beurre en fait sur exactement ce que tu sais faire, et tu vas pas péter plus haut que ton cul, tu vois, tu t'arrêtes là. Ah, ok, nickel. Ou alors je vais chercher d'autres gens si jamais tu veux faire un truc plus gros. Peut-être un jour t'auras envie de les pousser plus loin, mais pour l'instant tu fais. Enfin, c'est comme ça en fait que tu construis ton business model personnel. Quoi. C'est ça. Mais ça, il y a plein de gens qui comprennent pas encore que toi-même t'es une genre d'entreprise, quoi. Enfin, tu vois, moi je fais un truc qui semble absurde pour énormément de gens, mais avec ma meuf, on a des OKR. Ouais. C'est la plupart j'ai toujours rêvé de faire ça, de faire des mais... énormes. Ouais, et en fait, quand tu dis ça aux gens, les mecs ils disent ouais, mais enfin genre tu vis tout comme une entreprise, quoi, tout est objectif et tout. Enfin oui, de ouf. Tu crois, enfin soit ta vie tu la laisses passer et voilà, ou sinon tu te mets des objectifs, des trucs et t'avances en fait, et comme ça t'avances. Et en vrai, en se faisant ça, on voit que moi il y a des trucs que j'arrive pas à atteindre les objectifs, ma meuf elle est en train de les défoncer les objectifs, mais on avance. Et du coup ça change le game de faire ça. Enfin si tu fais ça dans les entreprises, c'est qu'il y a une vraie raison, tu vois. Donc pourquoi on le fait pas personnellement? Pourquoi on n'édicte pas, tu vois, enfin, nous, on a une genre de culture de couple, on a des OKR aussi, tout ce qui marche dans une entreprise, ça marche pour toi-même, hein. Et je pense que ça change le game. T'en es convaincu de ça? Tout ce qui marche dans une entreprise marche pour toi-même? Parce que je réfléchissais, justement, j'essayais de trouver les limites, c'est pas évident, tu vois. En fait, je pense que l'entreprise moderne qu'on est en train de vivre maintenant, oui. L'entreprise d'il y a 20 ans où t'es obligé de venir en costume au boulot, etc. Il y a des trucs, ça marche pas, tu vois, au niveau culturel. Enfin, tu vois bien qu'il y a un clivage. Maintenant, les entreprises de maintenant, c'est une aventure beaucoup plus humaine et beaucoup plus sensée. Donc, ça se rapproche vachement. Et tu vois, même nous, dans notre vision de couple, on se dit, il faut des temps pour nous-mêmes, unitairement en tant que personne, il faut avoir ce temps-là, c'est important, et il faut le sanctuariser. Et il y a plein de choses qu'il faut sanctuariser pour dire, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Et comme en entreprise, tu vois, si tu dis aux gens qu'ils n'ont pas le droit de faire des trucs à côté, etc., et qu'ils font que bosser pour la boîte, à un moment donné, ils peuvent perdre du sens. Alors que si tu les laisses avoir un peu des projets à côté, etc., et encourager, comme font plein de startups maintenant, ils voient que ça a du sens et que ça aide les gens à se sentir plus commit dans ce qu'ils font. Et pour le moment, j'ai pas vu la limite, quoi. Ah, de ouf. Donc ça m'intrigue parce que je me suis pas mal de fois posé la question, tu vois, tous ces trucs là qui fonctionnent trop bien en entreprise et même dans ce qu'on fait nous chez Kodak, des OKR, des points mensuels, c'est des trucs, est-ce que ça fonctionne dans les relations? Il faudrait
Mais croisés. dis ça, c'est rigolo que tu dis ça, mais tu vois, l'histoire du point mensuel, nous on fait ça de temps en temps. On se pose, on te dit, est-ce que t'aimes bien comment je suis avec toi? Est-ce que tu te sens bien avec moi, tu vois? Et en vrai, personne fait ça. Alors que c'est tout con, poser comme question. Et des fois, tu vois, ma meuf, elle me dit, là, en ce moment, tu bosses beaucoup, tu vois. Et c'est un peu pesant. Et du coup, tu peux le prendre en compte. Mais si tu prends pas le feeling et que tu laisses les choses couler, au bout d'un moment, t'arrives au point où la personne, elle veut se barrer et elle en a juste ras le cul et tu peux plus rien faire. Ouais. Parce que c'est trop tard. Et c'est con de faire ça alors que t'aurais pu prendre de temps en temps la température et dire honnêtement et prendre le feedback, tu vois. Fait comme font, tu vois, Grégoire, il fait ça dans sa boîte vachement bien, où il le fait dans les deux sens. Il donne du feedback à ses employés, mais il demande aussi du feedback. Et c'est super important de faire ça. Que ça soit avec ta famille, avec tes amis, proches, avec tout le monde, quoi. À partir du moment où t'as un vrai objectif de construire quelque chose, quoi. Ouais, ça semble simple, mais tu dis ça à des gens qui ont 15 ans de plus que nous, ils nous prennent pour des débiles. Ils nous disent, mais what the fuck? Genre, t'es un robot. Non, je suis juste un humain à l'écoute de ce que je fais et qui veut grandir bien. Donc voilà. Du coup, on va reprendre. On a pas mal dérivé, c'était cool, et je vois que le temps avance un petit peu, donc on va reprendre un petit peu mes questions. Et puis de toute façon, on va redériver potentiellement, mais c'était plutôt cool sur ça. C'est quoi non, les objectifs avec Kuda qu'on a déjà dit, mais du coup, je pense que j'ai pas la réponse en tête exacte. C'est en gros. Par exemple, t'aimerais avoir quelle taille d'entreprise? Tu veux, à un moment donné, tu veux bifurquer vers des projets internes, mais ça serait à combien? Je sais, alors c'est une bonne question parce que c'est pas la métrique que je prends pour analyser le succès ou pas du truc en taille d'entreprise. Je peux dire en taille, en fait, en termes de CA, j'ai envie de faire le plus possible, tu vois, vraiment d'avoir une boîte qui marque. Mon objectif là, c'est devenir l'agence la digitale déjà numéro 1 dans un premier temps. Qu'on batte tout le monde, parce que mine de rien, en fait, il y a quand même une place à prendre. C'est un marché qui est pas si développé que ça, en fait, les agences digitales. Je connais très peu les concurrents, mais les concurrents sont pas énormes. En fait, il y a pas à part les Havas Publicis qui sont, en fait, pas juste des agences digitales, c'est des mastodontes, énormes, mais tu vois, là, Junto, AdsUp, etc., qui sont des belles agences, sont pas hors de portée totalement. Donc ça, c'est l'objectif pour l'instant, et après, on verra, tu vois, je sais pas, je m'imagine pas dans une grosse boîte, ça me semblerait bizarre. Pour l'instant, une grosse boîte, tu vas dépasser 50 employés, ça va être chaud, tu vois. Avec la personne que je suis, typiquement aussi, parce que je vois ce que j'apporte, et ce que j'apporte n'aurait plus de valeur, en fait, dans une valeur 50 boîtes. Je fais un peu n'importe quoi, je vais dans tous les sens, j'exporte des trucs, et après, j'ai mon cofondateur qui structure tout, et derrière, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. Mais, ça marcherait pas, tu vois, sur une boîte aussi grosse, ça a moins de valeur quand tu dois, je sais pas. Donc, en vrai, j'ai pas de réponse évidente à ça, malheureusement. Ouais, après, il y a plein de visions potentielles. Je sais que, par exemple, dans la boîte que je suis en train de partir, là, on s'était dit, on veut pas être plus qu'une équipe de sport, tu vois. Parce que c'est un nombre qui semble cohérent, quoi. T'arrives à faire bosser des gens ensemble à ce moment-là, avec un objectif commun. Au-delà, ça commence un peu, tu sais, tu casses la règle tu peux plus connaître tout le monde bien, etc. Donc 20 personnes, c'était la limite qu'on s'était dit. Et après, prendre des externes potentiellement, mais pas en interne. Ouais. Donc c'était un truc qu'on s'était dit, quoi. Donc du coup, sur les objectifs, ok. Et avec Kudak, un petit peu, quand t'as des idées de nouvelles business potentiels ou de nouvelles façons de récupérer du business, comment tu tries un petit peu entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien? Est-ce que t'as découvert un process? Alors, ce qu'on fait, c'est on est dans une étape où on voit en fait l'agence comme je te dis, on est un business de service mais monté par un mec qui voulait faire de la start-up. Donc je cherche à tout prix les moyens de scaler dans tous les endroits du truc. Nous, ce qu'on a qui est différent des autres agences, c'est qu'on a de l'attention par rapport au contenu qu'on poste sur les réseaux. Et donc en fait, on réfléchit pas mal dans le sens où comment est-ce qu'on monétise cette attention-là. Actuellement, la façon principale dont on la monétise, c'est qu'on transforme certaines de ces personnes-là en clients. Mais c'est quand même un filtre qui est très petit, quoi. T'as pas beaucoup de gens qui passent dans le prix qui sont des bons clients avec lesquels on peut bosser, alors qu'en soi on monétise, disons, 5% de ce qu'on pourrait monétiser avec l'attention. C'est pour ça qu'on a sorti une formation déjà qui est encore chère, tu vois, et qui marche pas pour tout le monde. Et donc en fait on voit les objectifs en mode on fonctionne beaucoup en routine, c'est le mot qu'on prononce toujours chez Kodak, c'est return on time invested, et on se dit toujours que cette action là, comment en termes de routine, comment est-ce que je la note, tu vois. Est-ce que donc là la priorité par exemple c'est pas de signer 3 fois plus de clients, c'est de développer la partie formation, de mettre en place une partie scalable sur la créa, donc d'avoir une newsletter payante ou un truc comme ça, tu vois, un truc qu'on va commencer à développer et qui va faire boule de neige.
Et en fait, les actions, je les priorise comme ça, tu vois. On veut faire une boîte rentable, on veut pas faire une boîte forcément grosse, on veut faire une boîte très rentable, et donc du coup, on essaie de maximiser le ROTI, tu vois. C'est mon prisme. Je me dis, ok, à chaque fois, c'est ROTI, tu vois. Comment est-ce que ça, c'est quoi l'impact sur mon ROTI? Ok. C'est comme ça que je priorise. Ok. Bah, du coup, tu as répondu à ma question suivante en général, qui est comment tu optimises ton MRR. Je pense que c'est en optimisant ton retour sur MRR. Bah, t'as deux façons, nous, de le faire. Pour la partie MRR agence, je pense que c'est intéressant. T'as que deux façons de grossir un MRR agence. Soit t'as plus de clients, soit tu factures plus cher à tes clients. C'est très simple. Et donc, du coup, nos deux priorités, en fait, faut aller de l'une à l'autre. Là, on a assez de clients qui rentrent. On se dit, OK, maintenant, faudrait qu'on réussisse à quand même facturer mieux, à peut-être faire des upsells, etc. Ensuite, tu vas avoir plus de clients, etc. Et c'est une boucle qui s'arrête jamais pour les agences. Où tu fais comme ça, tu vois, t'améliores ton service pour qu'il reste plus longtemps. Parce que la valeur par client aussi, ça se maximise en leur vendant plus de trucs, mais aussi en les gardant. Tu gardes 1 ou 2 mois de plus un client qui serait parti avant, bah ça fait exploser la lifetime value et ça fait une différence de ouf à l'échelle de ton business quand t'as genre 100 clients, tu vois. Donc toutes ces problématiques d'agence qui sont intéressantes. Du coup, tu dois te poser sur des process, etc. Enfin, qui sont pas les choses que j'apprécie le plus, mais j'ai un cofondateur qui adore ça, donc c'est parfait. Ça c'est cool, ouais. Ça c'est cool, mais je pense qu'il y a un vrai quand tu crées une boîte, je sais pas comment t'as trouvé ton cofondateur, mais le fait d'avoir trouvé une personne qui te ressemble pas du tout, qui t'équilibre, c'est super important, je trouve. C'est les meilleures boîtes sont comme ça, quoi. Et c'est dur, hein, parce qu'à la fois, il faut quand même qu'il y ait un fit humain. Donc pour trouver un mec qui est moi, pour te dire, mon cofondateur, en fait, je l'ai rencontré en prépa, donc c'est un autre HEC. C'est un mec qui est très structuré, et tout, genre très fort, très méthodique dans la façon, très intelligent de manière globale. Et c'était pas mon meilleur pote, tu vois, mais c'était un mec avec qui je savais si jamais je monte une boîte, ce sera ce gars-là, tu vois, parce que je sais pas, je l'imagine bien, je le connais pas tant que ça, mais je m'imagine bien avec lui. Et souvent le feeling là-dessus pour les cofondateurs est assez bon. Ok, c'est intéressant. Tu l'es vraiment, genre à un moment donné, t'allais le voir, t'as dit tu voudrais pas monter une boîte, comment ça s'est passé? Moi, j'ai dit viens bosser avec moi, j'ai besoin d'un peu d'aide là-dessus. Toc toc, et tu commences à bosser avec lui, tu vois comment ça se passe, tac tac tac, et hop. Et ça s'est fait comme ça. Ok, ouais. Ouais, en mode très très lead, quoi. Viens, j'ai un peu besoin de toi. Les lead magnets, tu vois. Ça, là, si tu veux, je te paye. C'est comme ça, moi, je l'ai attiré. Ouais, c'est intéressant. J'aime beaucoup faire ça, que ce soit pour les recrutements ou pour dès que tu veux travailler avec quelqu'un. C'est pas de se dire, bah vas-y, ok, on part, on est associé direct. C'est bien, on sanctifie rien. On bosse ensemble, on voit où ça va, et si naturellement tu vas vers être cofondateur, ben c'est que c'est ta place, et sinon, si tu la prends jamais toi-même, ben c'est que je te veux pas avec moi, quoi. Mais c'est la façon la plus saine de faire, hein, honnêtement, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais pour le recrutement, c'est un peu plus dur parce que soit tu montes une team que d'entrepreneurs et il y a la probabilité qu'ils se barrent parce qu'ils montent leur truc et est très forte, soit tu cherches plus des employés, et les employés ils sont beaucoup moins ils sont plus dans la casquette je suis employé, et du coup il y a moins de gens qui vont leader des sujets, qui vont se responsabiliser tout seuls, quoi. C'est ça qui est dur, c'est complexe et qui est très très dur dans le recrutement, parce qu'en fait t'es un peu obligé à chaque fois de connaître tes objectifs perso des gens avec lesquels tu bosses, mais vraiment perso, ce qu'ils peuvent te dire. T'en as pas qui vont dire non, mon objectif c'est la boîte, etc. Bon, ça marche un temps, mais après tu vas revenir à tes objectifs personnels. Donc si tu trouves pas un moyen d'être parfaitement aligné entre tes objectifs perso et qu'est-ce que tu viens chercher dans cette boîte à ce moment-là, c'est que ça le seul moyen pour lequel ça fonctionne. C'est le moyen pour lequel moi ça fonctionne à titre, la boîte que je fais et qui je suis, parce que je vais te faire un truc gros, et de Kodak me donne l'opportunité de faire un truc gros et de partager en plus, d'avoir de l'impact sur des gens avec une communauté. Donc c'est pour ça que je lâcherai pas Kodak, parce que c'est un parfait alignement d'intérêt, quoi. Des valeurs, ouais. Je comprends. C'est exactement à cause de l'alignement que j'arrête le projet où j'étais actuellement, où il y a des fonds qui vont être levés, etc., quoi. Ouais. C'est que je crois vraiment dans le côté pas lever de fonds et aller faire du side hustle, et là on n'y va pas parce que le projet demande ça. Je pense que le projet est viable, mais je suis pas aligné avec ça, quoi. Donc je vais laisser ma place à quelqu'un de plus aligné avec ça, et ça sera très bien pour le projet, je pense. Ok. Top. Eh bien, écoute, on va pouvoir commencer mes petites questions finales. Ça fait combien de temps qu'on discute? Là, ça fait 56 minutes. On est plutôt pas mal sur le temps. Parfait. On a abordé pas mal de sujets. C'était plutôt intense et plutôt cool. Une des questions que j'ai, c'est en général, est-ce que tu as d'autres projets dans le futur? Je pense qu'on en a parlé. Il y a peut-être un truc qu'on a loupé. Ouais, moi j'ai envie de faire j'ai compris, mon business model personnel, moi c'est attention égale revenu, tu vois. Et donc j'ai envie de décorréler ça de ma marque, de mon nom Théolion.
Et donc de développer plein de, tu vas commencer maintenant à développer, je sais pas, des pages TikTok, des blogs, etc. dans plein de niches pour à la fin avoir beaucoup d'attention. C'est ça qui va me donner de la sécurité et de la liberté. Ouais. Donc c'est ça que j'ai envie de faire à la fin. Sans pour autant tomber dans le média nécessairement, tu vois, qui demande beaucoup de travail. Voilà, bon bref, truc. Moi je veux juste développer l'attention, c'est tout. Ok. Ouais, bah, je pense que c'est super intéressant et ça fait très écho à la conversation qu'on avait tout à l'heure où c'est ça qui te crée ta sécurité et tu sais que demain, si on ne sait pour quelle raison tu fails ou t'arrêtes Kudak, bah, t'auras toujours de quoi te retrouver, quoi. T'as créé ta sécurité de l'emploi avec ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, trop bien. Du coup, je pense qu'on a fait vachement le tour de cette question aussi, mais pourquoi t'as choisi d'être indépendant et pourquoi t'as pas trouvé une boîte qui correspondait à ce que tu voulais faire? Ok, parce que je t'ai dit, sur interprétation totale, je me suis dit, il y a jamais de boîte qui va être comme je voudrais, c'est complètement faux. Mais c'est pour ça que j'ai choisi d'être indépendant, parce que je me suis mis dans le tunnel comme ça. Ouais. Ouais. Au biais de confirmation. Ouais, voilà. Le seul moyen de le faire, c'est moi-même. Ouais, oh, tout se passe bien, J'ai pas cherché c'est parfait. Ouais. Ouais. Ok. Eh ben, très bien. Maintenant, on va pouvoir passer à mes petites questions finales. Il y en a une. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? C'est que, moi j'aime bien le fait que l'échec est un événement et pas une personne. Et à chaque fois, je prends cette métaphore où je me dis, tu vois, imagine tous les bébés qui voulaient marcher, ils s'étaient arrêtés après la première essai, tu vois, de marcher. On aurait que des mecs qui rampent. Donc tout le temps, je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que tous les adultes font ça après, tu vois, chaque fois qu'ils se foirent, ils arrêtent. Et se dire vraiment qu'en fait, quand tu te foires, t'es sur la bonne, enfin, ça veut pas dire que t'es sur la mauvaise voie quand tu te foires. C'est-à-dire justement, ok, nickel, t'as pris ton premier échec, nickel. Et donc en fait, se dire que voilà, vraiment, c'est un point de données, tu vois, l'échec, c'est tout. C'est pas, ça veut pas dire que toi, t'es un échec. C'est juste que t'as rencontré un échec. Et ce truc-là, parfois, c'est des trucs qui m'ont mis mal, où tu te sens comme un échec, rapidement quand c'est ta boîte aussi. Donc c'est ça que je me serais dit, ok, l'échec est un événement, point de données, c'est tout. Je me dis ça à chaque fois d'ailleurs, j'ai un échec, point de données. Ok, data point, leçon, c'est tout. Data point, leçon, c'est ça, qu'est-ce qu'on en tire, quels sont les outputs. Exactement. Et c'est reparti. C'est drôle, c'est un truc qui est souvent, j'essaie de jauger les gens vis-à-vis de ça. Et j'ai une super simple question à leur poser pour ça, c'est si t'as une boîte que t'aimes bien, t'as envie d'être recruté pour elle, et te disent non, est-ce que tu reviendrais redemander? Et souvent les gens ils te disent bah non, ils m'ont dit non. Non mec, ils t'ont dit non à un moment T. Peut-être que dans 6 mois, si tu prends en compte ce qu'ils t'ont dit, bah, tu peux repostuler et peut-être qu'ils te prendront. Et il y a de fortes chances qu'ils trouvent ta résilience plutôt bonne d'ailleurs. Non mais de ouf, parce que personne fait ça. Mais c'est les meilleurs gars, en vrai. Les gens qui comprennent ce que tu leur dis, après ils reviennent derrière, mais ces gars, ça vaut de l'or, tu vois. Ouais, clairement, puis ça veut dire qu'il a une détermination de ouf. Genre, il a pris tes feedbacks, il a pris le temps de changer et il revient de voir. Ça veut dire qu'il est vraiment convaincu qu'il a changé, ou alors il est vraiment con, mais la plupart du temps, c'est le mec à travailler, quoi. Les gens sont un petit peu sensés dans le monde. Et ouais, ça a énormément de valeur. Mais souvent, les gens, ils te disent, bah non, c'est impossible. Et là, tu vois, enfin, je sais que c'est des gens avec qui ça va être compliqué de travailler, enfin, ou alors ça va être peut-être des bons employés, mais en tout cas, enfin, je sais pas, moi, j'essaye quand je travaille avec des gens, je veux rester en petite équipe et je veux des gens qui savent eux seuls, tu vois, des gens qui sont prêts à vivre l'échec et c'est normal et avancer, tu vois. C'est un des points d'ailleurs sur lesquels ma meuf elle travaille à fond, l'échec n'est pas définitif, quoi. C'est un apprentissage et t'avances, quoi. Ouais, de ouf. Et c'est ça, tu vois, typiquement je sais pas pourquoi je pense à notre sujet des relations et des OKR sur la relation depuis tout à l'heure. Ce truc-là, ouais. À quel moment tu dois choisir que l'échec est définitif dans une relation? Parce que ça marche bien en entreprise, mais c'est typiquement une limite auquel je suis en train de penser. À quel point est-ce que c'est pas data point? Parce que tu vois, il y a des moments où c'est pas data point, il y a un moment où la relation elle doit s'arrêter s'il y a certains échecs. Et c'est là où tu mets la limite. En vrai, la première relation que j'ai eue, ça a duré 10 piges. Pendant 10 piges, j'ai réessayé avec la même meuf alors qu'on a eu plein d'échecs et à chaque fois on a pris du temps, on a appris, on a grandi, on a réessayé. Et c'était à chaque fois des data points, tu vois. Je me suis dit, ok, mais c'est pas grave. Et ça continue et on réessayé. Et t'as toujours moyen de continuer. Après, c'est l'énergie que tu dois y mettre. Parce que si tu réessais, tu es avec une personne où t'as vécu énormément d'émotions, de trucs, et peut-être des trucs mauvais. Si t'arrêtes, c'est qu'il y a eu des trucs mauvais. Mais l'énergie pour le reprendre est très très grande, nécessaire. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois aligné avec ton taf. Faut que t'aies pas trop de taf parce qu'il faut que t'aies de l'énergie à mettre dans ta relation, etc. Donc après, il y a une espèce de time to market. Tu vois, est-ce que à ce moment-là
Ouais, tu vois, comme une boîte. À ce moment-là, pour toi, est-ce que c'est le bon timing? Et pour elle aussi. Et si ça marche pas, bah, tu pourras plus réessayer, quoi. Mais tu peux toujours réessayer à l'infini. C'est juste ce que tu mets en avant, quoi. Ouais. Et enfin voilà. Donc, je pense même pour les relations, tu vois, à ce moment-là, c'est aussi possible. C'est juste que ça va te demander une certaine énergie il y a des moments où tu pourras pas la mettre. Donc, est-ce que tu vas pouvoir la mettre ou pas? C'est la vraie question, quoi. Est-ce que c'est le bon timing? Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, bien entendu, que juste la volonté de le faire, quoi. Il y a la capacité à le faire vis-à-vis du moment. Ok. Et une citation préférée alors? Celle que j'aime bien pour me faire un avis sur les gens et même sur comment leur vendre des trucs, parce que notre travail c'est quand même de vendre des choses aux gens. C'est tes actions parlent si fort que j'entends pas ce que tu dis. Je trouve cette citation trop stylée parce que tu te rends compte qu'à peu près tous, on est tous victimes de ce truc-là où on a une image de nous-mêmes qui est parfois incohérente avec ce que nous on fait. Sur plein de choses, et en fait le seul truc qui t'indique vraiment, tu vois, si quelqu'un va acheter ton produit ou etc., ou si le mec va vraiment être aligné avec toi, c'est des actions, des trucs qu'il a mis en place et qui montrent que ok, il a mis son argent là où sa bouche était, tu vois, et il t'as des preuves irréfutables de ce qu'il a fait, enfin qu'il a mis sa peau dans le, tu vois, skin in the game, qu'il a mis son truc dedans, ok, bah c'est une preuve de ça. Donc en fait vachement quand tu veux, parce qu'en fait tu vois, n'importe qui a monté une startup, c'est que tu peux pas croire ce que disent un feedback utilisateur, le mec qui dit je veux ça, tu lui fais ça et personne l'achète ton truc, personne le veut ton truc. Tout le monde s'en va les couilles. Voilà, tout le monde s'en va. Et donc ton travail c'est de déchiffrer les gens, et en fait tu peux déchiffrer les gens qu'en regardant ce qu'ils font vraiment, quand ils pensent que personne les regarde, c'est l'idéal, tu vois. Mais bon voilà, cette citation moi je la trouve stylée. Je vis ma vie avec cette maxime. Ah ouais, non, ça me parle très bien. Je sais pas si t'as vu, mais j'organise un hackathon où on pousse les gens à faire des produits en 4 jours et à les vendre. Et en fait, le gagnant du hackathon, c'est celui qui a fait le plus gros CA. Ouais. C'est simple, tu vois, on a arrêté de dire il y a un jury et tout ça. Ouais. Et dans le coaching, donc au début, on pousse les gens à trouver des idées potentielles. Et en fait, au début, ils viennent avec des idées. On leur dit alors, en fait, tes idées, tu peux les mettre à la poubelle. On va partir sur des problèmes de gens et tu vas aller analyser des problèmes de gens. Et du coup, au début, ils disent ça c'est un problème, ça a l'air cool, etc. Et on leur dit qui a demandé s'il avait déjà cherché des solutions à ce problème, et ils disent oui, il a pas cherché. Donc du coup, ton idée elle est nulle à chier en fait, parce qu'il a même pas daigné googler son problème, donc c'est pas un vrai problème. Et après, on leur dit étape d'après, c'est est-ce qu'il a essayé de payer un service même qui correspondait pas très bien pour tester, tu vois. Et là, s'ils arrivent à cette étape et que le mec dit oui, et qu'ils en ont un ou deux, on leur dit c'est bon, là tu peux essayer de faire ça, et là t'as des chances que tu vas trouver des gens qui sont prêts à payer, qui ont une vraie pain, parce que t'as identifié quelque chose, tu vois, et c'est leur action qui a parlé, et c'est pas juste une idée que t'as eue et qui est géniale, quoi. Ouais. Ah mais de ouf. Là c'est résumé, c'est l'illustration de la maxime. Ouais, clairement, je suis très très aligné avec ça, trop content que tu l'aies dit et je vais la garder en tête. Enfin, titre du podcast. Ok. Une autre question qui est pour moi un petit peu, ça c'est pour me faciliter mon travail, c'est qui c'est que je dois inviter dans le podcast selon toi, après toi? La bonne question. Parce que c'est dur, j'ai plein de gens que j'ai envie de te demander d'inviter. Il y a des gens que j'adore personnellement, il y a des sujets actuellement qui m'intéressent. Les sujets qui m'intéressent beaucoup, t'invites que des Français toi de toute façon. Ouais, je suis en train d'essayer de penser à un sujet en anglais parce que c'est beaucoup trop petit le sujet en français. Il y a des gens trop intéressants en anglais, mais c'est pas encore fait. Ouais, non, parce que là, mon sujet en ce moment, c'est comment est-ce que t'apprends les choses, tu vois. Et donc le mec qui s'appelle Altucher, je sais plus comment tu vois, c'est un Américain. Je crois que c'est James Altucher, mais parce qu'en fait, je m'interroge pas mal sur les mecs qui réussissent à prendre des trucs totalement différents, tu vois, genre les Schwarzenegger qui arrivent à être champion de bodybuilding et être excellent en investissement immobilier, etc., être gouverneur, etc. Et les mecs qui font des trucs hyper différents, tu te dis que les mecs ils ont compris un truc sur comment apprendre les choses. Et donc malheureusement j'ai pas d'équivalent français. C'est des gens enfin j'ai pas d'exemple. Si vous en avez d'ailleurs, envoyez-moi sur LinkedIn, etc., parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais j'aurais que des trucs. Sinon je te dirais le mec que j'adore écouter parler, il y en a deux, tu vois. Il y a Oussama bien sûr, qui est le mec que je pourrais écouter des heures si j'avais l'opportunité. Et moi celui qui m'intéresse aussi beaucoup c'est Grégoire Cambato, qui est un ami que je trouve extrêmement intéressant parce que il a des trucs très très cool à raconter.
Trop bien. Ben, j'ai les deux dans le pipe. Grégoire, si tu écoutes, tu sais que t'es très attendu. Mais Oussama, on a essayé de faire ça il y a 2 ou 3 mois déjà, et en fait, ben, on n'y est pas arrivé parce qu'à ce moment-là, c'était pas le bon timing pour lui. Il lançait la nouvelle session d'entrepreneurs jeunes un petit peu là. Et du coup, ils ont mis énormément d'efforts là-dedans, donc je l'aurai probablement en octobre, si ça se passe bien. Et Grégoire, il m'a dit qu'il était pas chaud en ce moment parce que il était plutôt sur il fait sa sur stratégie. Clubhouse et d'autres. Mais il fait sa stratégie, mais il va venir. d'autres, Il fait sa stratégie. Là, parce qu'il a une stratégie un peu plus rareté, tu vois. Genre, je me fais demander parce qu'il a une communauté, mais bon, dis-lui de venir là. Faut que tu te mettes dans le pipe. Tu dis, c'est Ouais. une D-maker, faut venir, quoi. Trop bien, trop bien. Mais j'ai déjà eu Alain Briez De Germinal. de Germinal, qui est vraiment très très stylé Top, trop cool aussi. Ouais. aussi. Ok, eh ben trop bien. Dernier petit point, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Alors, écoute, je pense que je vais donner tous avant. Maintenant, je vais en donner qu'un seul. Allez sur YouTube, Théo Lyon. C'est là où il se passe le plus de choses. Ok, son YouTube, parfait. Et ça sera dans la description. Je le note. Magnifique. Hop. Et trop bien. Eh bien, écoutez, écoutez les auditeurs. Moi, c'était un très très bon podcast. J'étais ravi de discuter avec toi. Bah, très bonne conversation. Tout pareil. Ouais. Si vous avez kiffé, ben, envoyez des petits loves sur LinkedIn à Théo pour lui montrer que c'était trop cool le podcast. Puis vous pouvez lui envoyer des petits feedbacks ou même des invités qui savent apprendre à apprendre. Ça lui ferait grave plaisir, je pense. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain. Salut, merci. Ciao.